L'herbe par Claude Simon. Bonjour à tous, en rade épisode 7. En 1958, Claude Simon publie un roman qui s'intitule L'herbe, et qui est vraiment un tournant radical dans sa vie d'écrivain. Et en 1958, figurez-vous, Claude Simon est invité à la télévision. Je pense qu'il a un peu peur de l'enjeu, il a pas trop envie d'y aller tout seul, donc il y va avec son éditeur, qui est le grand éditeur des éditions de Minuit, qui s'appelle Jérôme Lindon. Jérôme Lindon, c'est pas n'importe qui quand même, il a publié Beckett, il a publié Claude Simon, qui deviendront 2 prix Nobel de littérature quand même, il avait un peu de flair quand même. Bon, toute l'émission n'est pas consacrée à Claude Simon, hein, c'est une dizaine de minutes. Et le journaliste, qu'est-ce qui se passe ? Il leur pose cette question terrible qui nous fait frémir, nous, lecteurs de Claude Simon. Il les attaque d'entrée de jeu, hein, et il leur dit « Mais alors, est-ce que ce serait pas un peu difficile ce bouquin-là ? J'ai pas trop compris. » Alors, juste, on va l'écouter, on va écouter ce qu'il dit le fameux journaliste. Écoutons-le. 3, mon Dieu, c'est pas mal, mais c'est suffisant, mais c'est presque nécessaire pour parler de ce livre, car je vous avoue, enfin je l'avoue absolument humblement, et j'ai trouvé ce livre assez difficile. Je sais que ce n'est pas la règle, enfin je sais que beaucoup de gens l'ont trouvé facile, ce que vous m'avez dit, n'est-ce pas ? Oui. Donc le lecteur, c'est extrêmement subjectif, enfin ça n'est pas a priori un livre difficile, c'est faux de dire ça, c'est un livre que certaines personnes trouvent facile, d'autres difficile, moi je ne l'ai pas trouvé facile, je l'avoue. Alors je voudrais qu'on essaie d'expliquer à la fois cette difficulté, en même temps l'intérêt que nous trouvions facile ou difficile, nous trouvons dans ce livre. Alors pour moi, ça c'est devenu une phrase culte, hein. 3, mon Dieu, c'est pas mal, mais c'est suffisant, mais c'est presque nécessaire pour parler de ce livre. Elle est géniale cette phrase, elle est quasiment poétique quoi. Il a mis le doigt sur cette question, qui est un peu une question bête. Je suis désolé pour ceux qui aiment Claude Simon et qui tombent sur cet épisode, parce que c'est une question bête, mais je pense qu'il faut savoir quand même donner un bout de réponse à ça. Et face à ce constat terrible, glaçant un peu pour nous, qui est de dire « bah ce livre a été difficile pour moi », on peut être un peu désarçonné, mais moi je vais essayer de faire une sorte d'autocritique. Je vais essayer de me dire, bon, alors pourquoi... Je vais pas vous faire tout un épisode pour vous dire, bah pour moi, Claude Simon, en fait, c'est hyper facile. Non, ça n'a aucun intérêt de dire ça. Il faudrait voir aussi, bah alors de quoi est faite cette difficulté ? Qu'est-ce qui fait que quelque chose pourrait paraître abstru, bizarre, différent ? Et puis pourquoi je vous parle de cette émission ? Parce qu'elle m'intéresse bien, en fait. Et j'aime beaucoup la position dans laquelle ça met Simon, qui évidemment est un peu dans une position délicate, parce que la règle du jeu quand tu viens à une émission télé, c'est de vendre ton bouquin, si t'es écrivain, ou ton album, si t'es musicien. Mais c'est dur, parce que pour qu'un produit se vende, bah il faut l'identifier un peu clairement, quoi. Et surtout, Claude Simon, il est très touchant, il me bouleverse, moi, parce que je le vois, il est là dans cette émission. Il parle pas beaucoup, je crois qu'il a 2 ou 3 prises de parole un peu timides. Et puis, à un moment, il y a vraiment un chef-d'œuvre cinématographique. C'est qu'il y a un très long plan sur lui, à un moment où il dit rien et où il écoute les autres. Et je pense qu'il est persuadé de pas être filmé à ce moment-là, parce que c'est pas lui qui parle. Et donc il y a plein de choses qui lui échappent. C'est vraiment un très beau gros plan sur son visage. Et on voit le tumulte de pensée qui traverse son visage, le mouvement de ses yeux, de ses lèvres, il fait des sortes de mous un peu étranges. Il est très actif. Et en fait, ça fait beaucoup penser à sa littérature, je veux dire, tout ce foisonnement de pensées, de sensations, de souvenirs, de paroles, qui nous traversent tous à chaque instant, face à ce monde qui est toujours incompréhensible, toujours fuyant, et on n'a jamais vraiment prise sur le réel, il est là, il défile devant nous. Évidemment, Claude Simon, c'est un observateur, c'est quelqu'un qui est vraiment un homme du XXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il a combattu en 1940 dans un pauvre régiment de cavalerie qui s'est fait massacrer par les tanks et les avions allemands. Il a été malade, puis mourant pendant sa vie, il est resté de longs mois dans un lit à observer les choses autour de lui. Donc c'est tout ça qui crée son rapport d'absurdité, ou plutôt je dirais d'incrédulité face au monde. Et si bien que dans son discours du Nobel, il dit, comme disait Barthes après Shakespeare, « Si le monde signifie quelque chose, c'est qu'il ne signifie rien. Sauf qu'il est. » On a un peu, lorsqu'on plonge dans votre livre, l'impression d'une difficulté. Or la réalité a la réputation d'être facile, si vous voulez. C'est une réputation. C'est une réputation à l'usage qu'elle est un peu plus. C'est ça. Aujourd'hui, on parle de l'herbe, hein, pour rappel. Et alors l'herbe a un exergue tout à fait intéressant. Une citation au début, quoi. C'est une citation de Boris Pasternak qui dit ça. « Personne ne fait l'histoire. On ne la voit pas plus qu'on ne voit l'herbe pousser. » Et au-dessus, vous avez le titre.
L'herbe. Pas mal. On va écouter encore un peu des extraits de l'émission, c'est juste pour entendre Claude Simon répondre à cette autre question terrible qui est qu'est-ce qui se passe dans son roman? Qu'est-ce qui se passe dans l'herbe alors? En réalité, ce qui Écoutons-le. est facile la plupart du temps, c'est l'histoire dans un roman, c'est l'anecdote, n'est-ce pas? Dans ce livre, il n'y a pas d'histoire. Bon, c'est probablement la première raison pour laquelle il paraît difficile. Quand je dis qu'il n'y a pas d'histoire, bien entendu, c'est pas tout à fait vrai, car il y en a une. Alors, à quoi avez-vous limité le rôle de l'histoire et quelle est cette histoire? Le rôle de l'histoire, pas exactement ce que signifie par l'imitation du rôle de l'histoire. La matière de l'histoire, je raconte une histoire, si vous voulez, très simple, qui est l'agonie d'une vieille femme avec d'autres personnes qui sont autour, n'est-ce pas, et qui se décalquent plus ou moins sur cette personne, ou s'identifient les unes aux autres, ou elles-mêmes avec un moment de leur passé, ou de leur existence passée. C'est ça, c'est cette matière, les sons, les bruits, les odeurs, c'est ceci qui fait le corps de l'histoire, la matière même de l'histoire. Alors oui, donc au cœur de ce roman, L'herbe, il y a une vieille femme agonisante. Vraiment, la littérature de Claude Simon, elle se construit contre ce qu'on pourrait appeler l'intrigue. Il y a évidemment des personnages, évidemment, ils vivent des choses, mais il n'y a pas d'intrigue. Et vous n'aurez même pas, d'ailleurs, dans ce livre, la scène où la vieille mourante finit par expirer, par rendre l'âme. Même pas, à la fin du roman, vous n'aurez même pas ça. Les romans de Claude Simon sont pas construits dans une vision du temps qui serait un temps linéaire. Et Claude Simon, pour moi, c'est un compositeur, c'est quelqu'un qui compose. D'ailleurs, il était peintre au début de sa vie, et ce qu'il veut, c'est que les choses entrent en résonance, en écho, et il utilise beaucoup de motifs, en fait. C'est des motifs qui reviennent, et le motif du chat, auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est un motif qui revient 3 fois dans le roman. Et forcément, d'avoir des motifs qui reviennent, ça crée ce brouillage temporel qui fait que chaque fois on revient sur le corps de cette mourante, chaque fois on revient sur cette traversée du jardin par Louise où elle croise ce chat. Et ce qui est très beau, déjà, rien qu'une petite chose avant d'attaquer l'extrait, pour présenter cette vieille femme qui est en train de mourir, elle est dans une chambre, d'une maison à la campagne, il y a juste de la lumière qui traverse les volets, et cette lumière en traversant les volets, elle a la forme d'un T majuscule, qui se déplace lentement dans la chambre au fil des heures. C'est très beau comme idée. Un T de lumière, donc, et je cite le texte, qui se déplaçait lentement de droite à gauche, distendu, trapu vers midi, puis de nouveau étiré en diagonale, comme l'initiale même du mot « temps », une lettre impalpable et têtue, traînant dans l'odeur moribonde, etc. Alors, avant d'arriver à l'extrait dont je veux parler aujourd'hui, j'aimerais bien refaire un peu de contexte dans le roman, parce que le passage que je choisis, il est vraiment au début du roman. Donc, le tout début, on commence pas avec la vieille mourante, mais avec la jeune Louise. La jeune Louise, on découvre au fil des pages qu'en fait, elle est avec un homme, on sait pas qui est cet homme, mais en fait, c'est son amant. C'est un amant, c'est quelqu'un qu'elle a retrouvé à l'extérieur, c'est bientôt la nuit, et le roman commence sans nous expliquer tout ça, mais simplement par ce dialogue, où c'est Louise qui parle de la vieille dame qui est en train de mourir, et elle dit quoi sur elle? Elle dit « Mais elle n'a rien. Personne. Et personne ne la pleurera. Et qu'est-ce que la mort sans les pleurs? Sinon peut-être son frère, cet autre vieillard, et sans doute pas plus qu'elle ne se pleurerait elle-même, c'est-à-dire ne se permettrait de se pleurer, ne penserait qu'il est décent, qu'il est convenable de... Mais elle ne tait rien? Non, dit Louise. Elle ne tait rien? Non, répéta-t-elle docilement. Mais elle continuait à regarder devant elle quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Alors rien, dit-elle, regardant toujours par-delà les arbres, les prés, la paisible campagne de septembre, ce quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Franchement, ça se passe pas bien déjà ce dialogue-là. Ils sont pas d'accord, ils regardent pas la même chose. Elle voit quelque chose que lui ne peut pas voir. Elle est bouleversée, elle est contrariée par la mort prochaine de cette vieille dame, donc elle parle toute seule. Elle est partie. Et donc là, elle part dans une sorte de monologue où il y a plein de souvenirs de cette vieille femme qui s'entrechoquent, dont ce passage qui est très beau, donc je vous le lis rapidement. Elle m'a fait venir dans sa chambre. Et c'est la première fois que j'ai senti cette odeur, ce parfum. Exactement comme celui d'une rose desséchée, ou plutôt, puisqu'une rose desséchée ne sent rien, celui que l'on imagine qu'elle devrait exhaler. C'est-à-dire quelque chose
qui serait à la fois fait de poussière et de fraîcheur. Et j'ai regardé sa table, sa coiffeuse, mais il n'y avait rien que ces 4 épingles et ce flacon d'eau de Cologne bon marché, et pourtant cela sentait comme une fleur, comme une jeune fille, comme peut sentir la chambre, ou plutôt le tombeau, le sarcophage d'une toute jeune fille que l'on y aurait conservée intacte, quoique prête à tomber en poussière au moindre souffle. C'est très beau ça. Et elle continue, elle parle. À un moment, il essaie de l'interrompre. Il dit ça, mais elle le coupe tout de suite. Non, écoute. Elle repart dans son monologue. Ça dure plusieurs pages. Paf, paf, paf. Elle parle de cette vieille dame, elle en parle. Et c'est comme ce qu'il lui a dit au début. Au début, il lui a dit, mais elle ne t'est rien. Enfin, tu la connais pas. Parce qu'en fait, oui, cette vieille dame, on va découvrir qu'en fait, Louise, elle est même pas dans sa famille. En fait, Louise, elle est mariée avec Georges. Et Georges, donc, c'est le petit-fils de cette vieille dame qui est en train de mourir. Mais sinon, elle n'a pas de lien direct dans sa famille avec elle. Ça, on va le voir, hein, ça c'est l'histoire du roman, donc pour l'instant on ne le sait pas, on s'en moque, mais je veux dire au début en tout cas, l'homme avec qui est Louise dehors, elle lui dit mais tu la connais pas, c'est personne pour toi, et elle en parle, et puis d'un coup, elle s'arrête. Là je rattaque dans le texte, jusqu'à ce qu'il fit tout à fait noir, ils restèrent là, debout. Là c'est le narrateur qui a repris le relais, quoi. À un moment il se rapprocha, fit un geste, et elle imagina leur silhouette obscure se confondant, puis, un peu plus tard, comme s'il lui avait fallu ce temps pour se rendre compte qu'il la touchait, prendre conscience des mains sur elle, elle dit « Non, laisse-moi ». La voix à la fois dure, morne, absente. Et alors, la plus grande des 2 ombres recula. Et entre deux, de nouveau, le ciel, comme une plaque de verre striée en tous sens par les traits noirs des branches, tandis que de nouveau la voix s'élevait, et toujours cette dureté, cette absence, Louise frappant rageusement du poing dans sa paume ouverte, disant dans le noir avec une sorte de véhémence, d'impuissant désespoir, « Il m'avait promis que nous partirions d'ici, il m'avait promis que nous irions nous installer à Pau, et qu'il... » Là, je pense qu'elle parle de... On ne sait pas trop si elle parle du mari ou de l'amant, mais je pense que là, elle parle de... en gros, je pense qu'il avait promis de l'emmener ailleurs, on ne sait pas trop, il y a des pistes qui s'ouvrent un peu comme ça. Je reprends le texte, n'achevant pas, continuant seulement à frapper sa paume ouverte, n'attendant visiblement pas de réponse, puis cessant même de frapper. Là, je saute, désolé les puristes, je saute encore un petit passage, paf, et là, j'arrive à ce qui m'intéresse bien. Parce que à peine Claude Simon a créé un peu une situation, qu'il va d'un coup la décaler, quoi. Moi, je pense que un peu ma théorie, quand même, sur Claude Simon, c'est qu'il est un peu fou, en fait. C'est-à-dire que... il est radical, il n'arrive pas à avoir le désir d'un truc qui serait cadenassé par la situation narrative, il a toujours envie de s'échapper, et moi ce que je trouve génial, c'est que il se laisse prendre par ce désir d'échapper, quoi. C'est-à-dire il se dit pas « Ah bah non, il faut quand même pas que là je fasse un virage dans mon histoire, parce que sinon les gens seront perdus ». En fait, je pense qu'il veut la confusion. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris ça, là, on arrive à prendre le train, justement, de sa littérature. C'est-à-dire que si on veut lire Claude Simon en se disant « Bon, je suis sur ma barque et jamais je vais tomber dans l'eau », on peut pas, parce qu'en fait, il veut qu'on se perde. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il arrête pas. Et je veux dire, ça, il le tient, je pense, de... Je suis pas un grand lecteur de Faulkner, hein, j'ai des lacunes, mais... je sais que dans Le bruit et la fureur, il y a de Faulkner, il y a 2 personnages féminins qui sont pas les mêmes. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils ont le même prénom. Bon bah voilà, ça c'est un des bouleversements de la littérature au XXe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as un mec, il écrit un roman, il y a 2 personnages, ils ont le même nom. Donc qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Eh bah des moments, on les confond et on se trompe. Alors du coup... En tant que lecteur, quand on se trompe, du coup, on peut dire « Oh là là, mince, merde, je me suis trompé, je me suis gouré, j'ai rien compris au bouquin. » Mais en fait, c'est une mine qui a été posée là par l'auteur lui-même. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, cette confusion, elle est voulue. Et je pense que Claude Simon, c'est pareil. Ah bah merde, j'ai pas compris la situation, en fait. Elle parlait de la vieille, je pensais qu'elle était avec son mari, en fait, elle est avec son amant. Et puis là, une autre confusion va arriver, c'est qu'il y a un chat qui va débarquer dans l'histoire. Et vous allez voir, moi je trouve une des confusions possibles, c'est que des fois, on sait plus trop si
le narrateur parle du chat ou parle de l'amant. Mais cette confusion aussi, elle est hyper forte, elle est hyper productive, elle est hyper belle, parce que justement l'ambiance est très froide entre Louise et cet amant-là. Donc je reprends le texte. Jusqu'à ce que, il y a encore un jusqu'à ce que, je rappelle que le paragraphe a commencé par « jusqu'à ce qu'il fit tout à fait noir », et là il en remet une couche. Jusqu'à ce que, du bosquet de bambou, maintenant silencieux et noir lui aussi, ne leur parvint plus aucun bruit. Ni piaillement, ni battement d'ailes, ni murmure, ni même frôlement. Tout autour d'eux complètement immobile à présent, ou plutôt tapis, c'est-à-dire le monde, choses, animaux, gens, non pas s'arrêtant, s'interrompant de vivre, mais poursuivant son existence compliquée, inquiétante et incompréhensible, sous cette forme rassurante et perfide de l'apparente immobilité. Comme, un peu plus tôt, le chat. Alors là, petite parenthèse pour dire que le chat ne débarque pas dans la situation, il est une sorte de souvenir de Louise, comme, un peu plus tôt, le chat. Mais alors on s'y attend pas, il vient de nulle part ce chat. Comme, un peu plus tôt, le chat. C'est écrit qu'une fois, pardon, mais je le répète. Comme un peu plus tôt, le chat. Il ne détalait pas, restant là, sur la crête du mur écroulé, à la fixer, ramassée sur lui-même, parfaitement immobile. Seulement une tache, une forme rayée, tigrée, parmi l'éblouissante bigarrure des ombres hachurées du jardin. Là où l'instant d'avant, il y avait eu ce bond roux, la fulgurante matérialisation non d'un corps, d'un animal, mais de l'idée même de mouvement dans la déchirure de soleil, puis plus rien. Comme s'il pouvait passer sans transition du mouvement à l'immobilité. Ou plutôt, comme si l'immobilité était en quelque sorte le prolongement du mouvement. Ou mieux encore, le mouvement lui-même éternisé. Capable sans doute de cela, transformer la vitesse même en sa représentation immobile. N'importe quand, au milieu d'un saut, d'une chute, en l'air, ne reposant sur rien d'autre que sur le temps, pour ainsi dire, solidifié. L'après-midi solidifié de l'été, dans laquelle baignait, comme dans une sorte de formole, l'exubérante et sauvage végétation de ronces et d'éliantes, et lui aussi, sauvage, froid, circonspect, se tenant dans cette posture semblable à une foudroyante condensation de la vitesse, exactement comme une cartouche de dynamite renferme 1 million de fois son volume de bruit et de destruction. Pétrifié, la fixant, l'épiant à travers ses 2 étroites fentes verticales, ses pupilles en forme de lentilles qu'ont les chats, aiguës, acérées, et qui semblent être comme une sorte d'arme, des griffes supplémentaires, aiguisées, sans doute capables aussi de déchirer et de lacérer, mais qui pour le moment se contentaient de l'épier, le regard circonspect, cruel, vigilant et couard, ne la quittant pas, et elle se tenant là, debout, immobile dans sa robe claire, comme s'ils s'affrontaient tous deux, comme 2 coupables, 2 voleurs tombés nez à nez, l'un en face de l'autre, ou plutôt un voleur rencontrant à l'improviste sa propre image dans un miroir. L'intrusion soudaine d'une conscience, pas d'hostilité a priori, pas de sympathie non plus, seulement l'expectative, la méfiance, peur et agressivité coexistant dans le même moment, parmi l'inconsciente et folle végétation des éliantes, leurs longues tiges s'entrecroisant, se bousculant, s'emmêlant, se détachant en clair sur le fond noir du fourré de ronces, dans le bourdonnement des insectes. Fin du paragraphe. Alors, qu'est-ce qu'on a compris, finalement, là-dedans ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on a ressenti ? En tout cas, c'est un drôle de narrateur, hein, qui corrige sa pensée, qui précise, et qui peu à peu fait des écarts, en fait. Et si on résume juste, objectivement, honnêtement, nos impressions, sur ce qu'on vient de lire, on a Louise, avec cet homme, puis d'un coup, le chat, enfin le souvenir du chat, la végétation, cette immobilité qui est en fait la vitesse, puis la dynamite, d'un coup, tiens c'est surprenant, les yeux du chat qui sont comme des griffes, et d'un coup l'image du voleur, puis la surprise, le miroir, et de nouveau la végétation. C'est-à-dire que ça se fait à la fois en toute fluidité et en même temps par à-coups. Et il y a un côté que moi j'aime bien, c'est le côté ardoise magique, quoi.
c'est deux voleurs qui se croisent. Non, en fait, c'est un voleur qui voit sa propre image dans un miroir. Et après, paf, on retourne sur la végétation qui est paisible, enfin faussement paisible. Et ce qui est très beau, et moi j'adore, parce que vraiment le but c'est comment on peut raconter autrement les histoires. Et ben là, chaque comparaison que fait le narrateur est une porte qui s'ouvre et qui invite dans une nouvelle fiction possible. C'est pas mal ça. Et puis c'est drôle quand même, moi je trouve qu'il y a un côté comique quand même. Ça part d'une description de chat, et ce chat d'un coup pourrait devenir une sorte de dynamite qui exploserait, enfin... Il y a une sorte de condensation, ouais, c'est ça qui est beau, c'est l'idée de condensation, quoi. C'est-à-dire que tout ce paragraphe, en fait, il tient en une seule posture, en un seul instant, qui a été capturé comme ça d'un coup, et qui lui-même est immobile et en même temps plein de mouvements différents. C'est ça qui est beau, la condensation, la dynamite. Et on revient à cette question, alors, est-ce que c'est difficile ? Bon, bah, on aura compris que chez Claude Simon, ce qu'on appelle l'intrigue est complètement secondaire. Et que là, à partir d'une scène simple, ben, il explore, il compare, et puis les analogies deviennent des scènes vivantes, si bien que on glisse d'une scène à l'autre, et que, bah, moi c'est ce que je ressens, hein, l'imagination, les sensations se déploient, elles se mélangent. Et évidemment, si on veut lire le passage que je viens de lire, bah, je sais pas, comme si c'était une narration balsacienne ou je ne sais quoi, enfin une narration un peu traditionnelle, ben ouais, ce sera difficile, enfin, ce sera même impossible à comprendre. Parce que je pense qu'il faut s'abandonner à cette temporalité qui est un peu chaotique, c'est vrai. Et si on essaie, un peu comme dans un film de Christopher Nolan, à remettre les bouts dans le bon ordre, comme si c'était une sorte de jeu, de puzzle un peu bizarre, bon bah non, je pense que là, on prend pas la chose au bon endroit, quoi. Donc c'est vrai que c'est un geste de poète assez radical, quoi. Mais en disant poète, il faut pas se tromper, quoi. C'est-à-dire que c'est pas abstrait, c'est toujours relié au concret d'une sensation. Bon bah, je sais pas, moi je vois des hautes herbes qui sont secouées par le vent, et j'ai l'impression que c'est comme si la terre s'ébrouait, remuait, tremblait. Et si sur cette terre j'ai vécu des petites choses qui sont devenues peu à peu des souvenirs, et ben quand je regarde l'herbe, j'ai l'impression que ce sont mes souvenirs, ma mémoire qui s'ébroue et qui tremble. C'est un peu ça la logique de Claude Simon, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, quoi. Et c'est important, je trouve, à une époque où les films, les séries, les livres aussi déploient souvent les mêmes manières de raconter une histoire. C'est bien de voir comment on peut faire différemment, quoi. Comment sortir de la logique de ce que François Bégodeau appelle l'ordre narratif, c'est-à-dire tout pour l'intrigue. Et à force de fréquenter cette forme-là, je trouve, le tout pour l'intrigue, bah on finit par se dire « Oh, il n'y a pas 36 façons de raconter une histoire, il n'y en a qu'une ». C'est comme une recette de cuisine, quoi. Moi, quand je fais mon gâteau yaourt, je mets pas des clous dedans, quoi. Bon, bah, un bouquin, c'est pareil, quoi. Bah non, moi je pense que c'est pas pareil. Je pense pas qu'on puisse écrire un roman comme on cuisine un gâteau yaourt. Et ce que j'admire dans les romans de Claude Simon, c'est cette capacité à partir de rien, quoi. Ça veut dire que tout peut devenir un point de départ. Et tout renferme 1 million de fois son volume de bruit et de destruction, comme le chat dynamite. Ce qui fait que la lecture de ce livre, je le crois, est une lecture qui pour beaucoup de gens sera très facile, justement Jérôme parce Lindon. qu'on reste constamment dans le domaine du concret. Ce n'est pas du tout un livre cérébral qui ne pourrait être entrepris que par des agrégés de philosophie. Ce n'est pas du tout ce genre de livre-là. Au contraire, c'est un des livres qui... Peut-être qu'il faut devenir simple, au contraire, dans le fond, pour je le crois, lire. en effet. Peut-être avoir l'appétit de réalité qui nous échappe, dans le fond. Peut-être. Qui ne nous échappe pas. Qui nous échappe Oui, parfois. c'est ça, qui nous échappe parfois. Je vous Oui. remercie de... Alors quand même, cette émission télé, là, elle se finit sur une note plutôt positive. Je pense pas que ce présentateur était de mauvaise foi, mais il représente vraiment, je sais pas, la stupeur qu'on peut avoir face à des nouvelles façons d'écrire des romans ou de faire de l'art, quoi. On arrive à la fin de l'épisode, et peut-être que vous aurez remarqué que je viens d'accomplir une performance absolument incroyable. C'est que je n'ai pas dit nouveau roman, parce que... j'avais envie de faire découvrir Claude Simon un peu en dehors d'une étiquette, j'avais pas envie non plus d'expliquer un mouvement littéraire. Je pense que quand on sait pas ce que c'est, finalement, on est plus avancé que ceux qui savent ce que c'est.
Puis en plus, finalement, moi j'aime bien Claude Simon parce que je trouve que selon les livres, il a quand même beaucoup changé sa façon d'écrire, sa façon de composer ses romans. Donc il n'y a pas de système, quoi. Et quand on commence par définir un mouvement, on a tendance un peu à s'en tenir à une sorte de système un peu global. En tout cas, je trouve qu'il y avait une chose intéressante à laquelle je me suis frotté en faisant l'épisode, et qui est liée un peu à cette question un peu indémerdable, pardon, de facile, difficile. C'est vraiment, il y a un chantier à faire qui est assez passionnant autour de son écriture et de comment la lire à haute voix, je veux dire. Et comment on s'engouffre dans ces longues phrases. Voilà, je trouve que déjà, en essayant de lire ce texte, on essaie déjà de démêler cette question-là, de la complexité, de la familiarité qu'on peut avoir avec cette écriture. Et je cite juste un peu, j'ai 2-3 critiques là, dans mes notes là, de mon édition. Voilà ce qu'on lui reprochait, hein. On disait que il écrivait des tirades mammouths, interminables phrases hachées par des parenthèses, dans lesquelles sont incluses d'autres parenthèses. Ouais, ça les faisait vriller, ouais, les pauvres. Mépris de la construction romanesque et de l'anecdote. On s'offusque de ces cascades d'adjectifs. Mais voilà, hein, je veux dire, j'ai commencé en rade sous le regard bienveillant de Flaubert, de Madame Bovary. Bon bah voilà, de toute façon on reprochait à Flaubert d'être incompréhensible à l'époque et d'écrire à l'éternel imparfait. Bah c'est pareil, on reproche beaucoup à Claude Simon, les participes présents, tout ça. Mais voilà, moi franchement j'ai aimé me frotter à cette écriture, y a des vraies questions d'interprétation, et vous me direz en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant. Sauf qu'en fait il n'y a pas de section commentaires, donc vous pourrez pas le faire, mais c'est pas grave. Bah voilà, merci de votre attention pour cet épisode qui j'espère renferme 1 million de fois son volume, peut-être pas de bruit et de destruction, mais au moins d'envie de lire l'herbe, et de faire corps un peu avec cette écriture qui est si belle et que j'aime beaucoup. Voilà, et que je vous souhaite de découvrir si vous la connaissez pas. Allez, à bientôt!